Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, il était tout à fait normal pour nous de parler de la prise en charge des personnes handicapées. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 décembre et c'est la journée internationale des personnes handicapées. Avec nous ce soir, des invités pour vous parler de la prise en charge des personnes handicapées. En ce jeudi 3 décembre, journée internationale des personnes handicapées, nous avons la chance et le privilège d'avoir avec nous ce soir Monsieur Jean-Marie Pili, qui est président de l'association Handi-Défi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est un plaisir, toujours. Surtout que la journée a été bien rythmée. Oui. Et donc, vraiment, on est super heureux de vous avoir, même après cette journée bien remplie. On en parlera tout à l'heure. Avec plaisir. Juste à côté de vous, je ne me suis pas cachée de le lui dire, chers téléspectateurs, je lui dis, Madame, vous êtes une jolie dame. C'est Madame Ketty Bernos. Alors, Madame Ketty Bernos, je vais essayer de bien dire les choses, et si ce n'est pas cela, n'hésitez pas à me corriger. Alors, Madame Ketty Bernos, sous-directrice de l'autonomie, direction des personnes âgés et handicapés au conseil départemental. Exact, c'est bien ma fonction. Merci pour le compliment, Brigitte. Vous êtes une flatteuse. Ah non, je dis surtout ce que je pense. Vous êtes vraiment une très jolie dame. Monsieur Bernos a beaucoup de chance. La petite parenthèse. Et puis bonsoir à vous, Monsieur Georges Lincertin, orthoprothésiste. Bonsoir à tous. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Et comme chaque année, bien sûr, l'association Handi-Défi prépare des choses. Et malgré cette situation de crise sanitaire, vous avez quand même, avec l'association, opté pour aller du côté de nos scolaires pour faire passer un message. Est-ce que vous pouvez nous en parler, monsieur? Juste avant de nous présenter l'association, pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Brièvement, Handi-Défi existe depuis 2015. C'est une association citoyenne avec que des bénévoles guadeloupéens. Il n'y a pas de salariés dans notre association. Et nous nous sommes regroupés tous autour de la notion d'apporter une corrélation entre les personnes valides et les personnes non valides, parce que malheureusement, beaucoup trop souvent, on sépare les deux. Et nous avons pensé dans notre association que la solution viendrait justement du fait de partager des activités ensemble, toutes sortes d'activités. Alors on est un peu plus connu pour les activités adaptées sportives, mais nous faisons aussi des choses dans le culturel. Nous sommes aussi présents dans l'handitourisme que nous développons de manière très active, dans l'emploi, dans la formation. À vrai dire, à Handi-Défi, nous touchons à tout à partir du moment où nous sommes capables de mettre en face, au sein de notre association, une vraie compétence. On n'y va pas pour y aller. On n'a pas besoin de faire ça, puisque de toute manière, on le fait bénévolement. On y va à partir du moment où on apporte clairement une solution. Aujourd'hui, vous êtes parti du côté des scolaires avec un très grand message. Oui, c'est vrai que les scolaires, c'est très certainement l'avenir. Et puis c'est sympathique aussi pour nous parce qu'ils ont des réactions qui vont toujours nous surprendre. Donc on apprend tous les jours. C'était une journée un petit peu particulière. Nous avons été sollicités, et c'est une chance, quand on est une association, d'être sollicité par plusieurs personnes. Nous avons été sollicités par beaucoup d'établissements pour cette journée. Nous avions choisi le lycée Carnot parce que c'était le premier engagement que nous avions pris. Donc nous avons fait une journée d'initiation et de sensibilisation au handicap. C'était un moment exceptionnel parce que nous avons reçu 3 classes et dans chacune de ces classes, il y avait des enfants porteurs de handicap. Alors je dis des enfants, je m'excuse. C'est plus des enfants parce des ados. C'est des classes de seconde. Mais pour le coup, comment eux ils ont réagi face à ça? Avant de nous dire comment les autres ont réagi, mais ces 3 enfants qui sont porteurs d'handicap, comment ont-ils réagi? En fait, c'était 3 classes. Dans la première, il y avait 2 enfants porteurs d'handicap. Dans la deuxième, il y en avait 1. Et dans la dernière, ils étaient 8.
Et ce qui était très émouvant, c'est que ce n'est pas des handicaps déclarés, souvent ce sont des handicaps cachés. D'accord. Et pour le coup, eh bien, c'est devenu un handicap déclaré, puisque certains d'entre eux, à la fin de cette heure de discussion et d'échange, a pris la parole et a dit à ses collègues, eh bien voilà, moi j'ai ça, je l'ai eu à tel âge, à expliquer les choses. Vous savez, quand vous êtes un bénévole, que vous prenez sur votre temps et que vous avez cette conclusion, vous dites que vous faites de belles choses et que vous n'avez pas perdu votre temps. Donc c'était vraiment un moment particulier. Et puis pour nous, c'est toujours la possibilité de découvrir des réactions différentes. Et les réactions étaient très très particulières. Je vais prendre juste un petit exemple sans être trop long. Quand vous voulez justement expliquer un petit peu, prendre des repères, parce que les jeunes, ils aiment bien des repères. Vous dites, citez-moi des personnes connues qui ont un handicap. Mais bon, comme il n'y a pas grand-chose qui sort, vous allez prendre des exemples qui, pour nous, notre génération, vous allez dire Stevie Wonder, ça parle à tout le monde. Vous allez dire Ray Charles. Sauf qu'en face, vous n'avez pas du tout de réaction parce qu'eux, ils ne connaissent pas du tout. Donc vous vous retrouvez dans une situation où vous maîtrisez une discussion, mais à vrai dire, les interlocuteurs, ils sont bien présents, mais vos repères ne sont pas du tout les mêmes. Alors c'est là où il faut vraiment se creuser les méninges. Et puis on est tombé sur Jamel Debbouze, et là, évidemment, Jamel Ou Grand Debbouze. Corps Malade. Évidemment, mais ça reste pour eux des choses un petit peu abstraites, alors que pour nous, ça nous parle beaucoup. Alors ça nous permet à nous de progresser, puis d'avoir un discours toujours beaucoup plus adapté. Monsieur Pili, on va revenir avec vous tout à l'heure, puisque vous êtes vous-même une personne porteuse d'handicap. Quand on vous voit, on ne peut pas le deviner, mais vous allez, si vous le voulez bien, nous raconter un petit peu tout à l'heure votre histoire. On est en famille. Il y a toute la Guadeloupe qui nous écoute, mais bon, on est en famille. Madame Ketty Bernos, sous-directrice de l'autonomie, direction personnes âgées, personnes handicapées, au conseil départemental. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer un petit peu ce service? Puisqu'on a dit beaucoup de choses, mais voilà quoi. En gros, une petite présentation de ce service au conseil départemental. Bien sûr. Alors, le conseil départemental, c'est une grande maison dont la présidente prend grand soin, Madame Josette Borel-Lincertin. Et à côté de sa direction générale, il y a une quantité de services, une quantité de directions, dont la direction générale des actions de solidarité et à laquelle nous, on appartient. Donc ma direction, celle dans laquelle j'interviens tous les jours, c'est la direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Et personnellement, je travaille sur la mise en place des prestations pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Donc, vous l'avez bien dit, on a un service qui est particulièrement consacré à la mise en place des prestations dédiées et financièrement prises en charge par la collectivité départementale. Donc, c'est le service de l'ACTP et de la PCH. Je profite pour saluer l'ensemble de l'équipe qui travaille au quotidien, puisqu'on a coutume de dire 365 jours pour le faire et un jour pour le dire. Et un autre coucou pour les collègues de Basse-Terre, le service de l'aide sociale, qui travaille aussi pour l'accueil des personnes handicapées dans les foyers de vie, dans les foyers d'hébergement, en accueil familial. Et donc on a toute une série de dispositifs et des dispositifs légaux qui sont prévus par la loi et aussi des dispositifs extra-légaux. Donc tout à l'heure, quand vous serez prête, on en parlera plus précisément. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale du handicap. Ça fait 4 ans que nous marquons cette journée. Et une fois de plus, j'ai mon t-shirt pour faire un grand clin d'œil aux personnes handicapées, puisqu'on a l'habitude de se rencontrer autour d'activités handisportives, handiculturelles, handi-information, et on essaie de mettre en évidence le talent, puisque les personnes handicapées ont du talent. Et aujourd'hui, on a choisi un système dû à la crise sanitaire, plus en distanciel. Donc on fait de l'information sur les médias. On a fait une foire aux questions. Là, ce soir, je suis avec vous.
Et puis, on est resté à disposition toute la journée pour répondre, pour discuter, pour communiquer. Et voilà, donc vraiment, on est tout malheureux de ne pas être ensemble à danser, à se parler, à échanger, à discuter. Comme nous le faisons depuis 4 ans. Et donc tous nos parrains, marraines qui nous ont accompagnés depuis 4 ans, je les salue là ce soir au nom de la présidente et au nom de la présidente de notre commission, Madame Lérus. On va tout à l'heure revenir sur les aides en faveur des personnes handicapées. Il existe beaucoup de choses. Exactement. Et parfois, nous ne sommes pas suffisamment peut-être informés. L'émission sert aussi à ça, donc nous allons revenir dans un petit moment. Je suis à votre disposition. Merci. Monsieur Georges, alors je fais attention à ne pas écorcher le nom. Georges Lincertin, orthoprothésiste. Est-ce que vous pouvez d'entrée nous expliquer un petit peu le rôle de l'orthoprothésiste? Qu'est-ce que c'est qu'un orthoprothésiste? D'accord, je vous dirai ce que c'est qu'un orthoprothésiste, mais permettez-moi, dans un premier temps, de vous faire part un petit peu des diverses activités que nous exerçons dans notre entreprise. Je suis orthoprothésiste de formation. D'accord. C'est un métier assez passionnant. Mais j'exerce aussi d'autres activités encore plus passionnantes que celle-là. Dites-nous. Je ne travaille pas seul. Je dirige une équipe d'une dizaine de personnes. Mais nous avons des activités toutes liées à l'autonomie. Nous exerçons dans le domaine de l'accès, par exemple, à la communication. Facilite à la communication pour des gens qui ont des troubles de la parole. Très bien. Ça, c'est un métier formidable. Comprendre et permettre aux personnes de s'exprimer et de comprendre, d'échanger, de comprendre ce qu'on leur dit et d'exprimer leurs besoins. On travaille aussi dans l'accès à l'informatique. Permettre à tout un chacun de maîtriser un outil informatique, quel que soit son handicap. Vous allez voir des choses extraordinaires qui peuvent se faire dans ce domaine-là. On travaille aussi dans l'autonomie pour l'automobile. Permettre à une personne ayant un handicap de piloter elle-même un véhicule. On travaille aussi dans le domaine de le contrôle dans l'environnement immédiat, ce qui peut être soit un bureau, soit dans l'appartement. C'est-à-dire contrôler un petit peu l'aménagement. Contrôler l'aménagement, voilà. Contrôler les objets, contrôler les ouvertures de porte, les fenêtres, etc. Je suis de formation orthoprothésiste. L'orthoprothésiste, celui qui réalise, qui conçoit et qui adapte les appareillages pour les personnes en demande, notamment les personnes en situation de handicap. Et je fais notamment les prothèses. Vous avez parlé à M. Philippe, je fais aussi les prothèses. Donc c'est un peu ça ma formation de base, mais vous comprenez bien qu'on exerce toute une palette d'activités qui en rapport avec l'handicap, avec la prise en charge, en tout cas, d'une certaine manière, des personnes handicapées. Oui. La transition est toute faite entre l'orthoprothésiste et M. Pili, qui vous connaît très bien, qui vous suit depuis longtemps, que vous suivez depuis longtemps, c'est surtout ça. M. Pili va nous expliquer un petit peu son parcours. Alors, mon parcours, là, vous me prenez un petit peu au dépourvu. Mais bon, je vais vous parler un petit peu de moi. J'ai eu un accident sur la voie publique à l'âge de 18 ans. J'ai été amputé d'une jambe. Et ma passion étant la moto, j'ai voulu continuer à assouvir cette passion. Mais j'ai un petit peu aménagé ce désir-là dans un premier temps. Donc je me suis mis d'abord en contact avec, à l'époque, une éminence en métropole qui s'appelle Jean-Pierre Flambard, le docteur Jean-Pierre Flambard, qui m'a permis d'avoir une prothèse high-tech, parce qu'à l'époque, il faut bien reconnaître quand même que la métropole était un petit peu en avance sur la Guadeloupe. Ce n'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, c'était le cas. Donc ensemble, nous avons réalisé une prothèse qui me permettait de pouvoir faire des activités sportives, et puis je me suis retrouvé très rapidement au volant d'une voiture de course parce que c'était ma passion, c'est ce qui m'a permis de me faire connaître sur cette île au départ. Mais par contre, j'ai toujours voulu mener une vie normale, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun aménagement particulier. J'ai un permis normal, je me déplace à moto normalement. Il y a simplement aujourd'hui une volonté de ma part et de la part de beaucoup de personnes de pouvoir vivre comme tout un chacun.
Et j'ai fait une carrière quand même assez importante ici, puisque j'ai été à un moment donné de ma vie pilote professionnel en métropole. Ça m'a permis d'ouvrir beaucoup de portes, et puis ça m'a permis surtout de montrer qu'on pouvait avoir une gestion complètement différente de l'approche du handicap, en tout cas positive. Et quand avec mes amis, parce qu'au départ ce sont des amis, ceux qui constituent mon association aujourd'hui, nous avons décidé de faire les choses pour les autres, et très spontanément, nous avons utilisé ma petite notoriété en Guadeloupe pour dire allons donner cet exemple-là aux personnes qui en ont besoin et emmenons d'autres personnes avec nous. Et puis on a drainé pas mal de monde, puisqu'aujourd'hui Handi-Défi, c'est une association qui organise la plus grande manifestation de la Caraïbe et de la France, les journées Handi-Day. On est sollicité un petit peu partout. Monsieur L'Incertain était à la dernière édition, enfin je crois qu'il a été à toutes les éditions d'ailleurs, parce que dans cette manifestation, il y a aussi la volonté de faire un village autour du handicap, de manière à ce que les gens puissent découvrir toutes les technologies qui viennent d'arriver. S'informer, se documenter. C'est ça, absolument. Mais surtout, on a parlé de quelque chose de très important qui est simplement l'aide à l'accès à la technologie, à la mobilité, tous les points dont M. L'Incertain a fait référence. Nous essayons, s'ils ne sont pas ici présents en Guadeloupe, de les faire venir de la métropole. Ça commence à marcher, puisque à la dernière manifestation, nous avions pas mal d'invités qui sont venus de la métropole. Et ça nous permet de faire connaître notre île, le potentiel de nos Andis ici en Guadeloupe, parce que nous espérons pouvoir sortir des champions à un moment donné. Et puis tout simplement, ça donne une image très très positive du handicap, puisque la dernière édition, c'était quand même 5000 personnes sur 2 jours et plus de 1450 personnes qui sont venues se restaurer avec nous, en sachant que c'est une manifestation gratuite et que toutes ces personnes, nous leur fournissons à manger et à boire. Parce que c'est dans l'ADN de notre association. Ce sont nos enfants, nos invités. Donc là, on vient à casa, on va manger, on va boire. On lui donne pas de décollage. Mais en tout cas, manger et boire, donc c'est notre fierté. Monsieur L'Incertain, quand quelqu'un se rapproche de vous pour une prothèse, ça doit être quand même très particulier. J'ai envie de dire que la relation avec cette personne porteur d'handicap, souvent d'handicap physique, qui vient vous voir, a un rapport assez particulier. J'ai pris un petit peu la tâche des uns et des autres pour me permettre de dire ce que je suis en train de vous dire. Et sur 5 personnes, les 5 ont répondu la même chose. C'est nous qu'a dit orthoprothésiste en nous, des bitins qu'elle nous pas dit d'autres monde. Alors, c'est bien vrai que quand vous exercez l'activité qui vous met en relation prolongée avec le patient, il y a toujours un moment pour les confidences, pour un petit peu raconter sa vie, de raconter un petit peu son histoire, comme l'a fait M. Pili tout à l'heure. C'est vrai qu'on a cette relation privilégiée, mais je ne pense pas que nous sommes les seuls soignants à avoir cette relation. En tout cas, en fonction de ça, bien souvent, vous travaillez d'une manière particulière pour une personne en fonction... Je prends l'exemple de M. Pili, vous savez que c'est un pilote, vous savez que vous connaissez un petit peu son histoire, vous connaissez sa passion. Forcément, vous n'allez pas travailler pour lui comme vous allez travailler pour une dame qui viendra vous voir pour peut-être la même chose, entre guillemets. Alors, chaque patient lui est rendu particulier, chaque demande est particulière, chaque souhait est particulier. Nous attachons bien entendu au préalable à définir le projet de vie de la personne avec qui on va travailler. Sur un long terme, souvent. Sur un long terme, bien entendu. Et en fonction de son projet de vie, de ce qu'il souhaite faire, de ce qu'il ambitionne de faire, on va proposer des réalisations d'appareillages différents en fonction des personnes. Madame Bernos, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler des aides en faveur des personnes handicapées. Est-ce qu'on pourrait commencer, si vous le voulez bien, est-ce que nous pouvons commencer par la PCH, la prestation de compensation du handicap? Oui. Alors, la prestation de compensation du handicap, comme son nom l'indique, c'est justement pour compenser le handicap.
Il faut savoir que toutes les demandes d'aide et de prestations sont faites à la maison départementale pour les personnes handicapées, la MDPH, qui se situe au Gosier et dont la nouvelle directrice s'appelle Madame Tarrea. Tout le monde a bien connu Madame Marie-Jean, et depuis 1 an, il y a Madame Tarrea qui a pris le relais et qui assure une prise en charge au quotidien des demandes des personnes handicapées. Donc la PCH, c'est la prestation que nous, on paye financièrement, et elle est sur 5 éléments. Déjà, la PCH aide humaine, ça veut dire que lorsque la personne a besoin d'un accompagnement aux gestes de la vie quotidienne, donc la MDPH va déterminer le plan de compensation du handicap et proposer un certain nombre d'heures pour l'aider à prendre en charge les actes de la vie quotidienne et puis aussi assurer la surveillance. Donc on dit la PCH aide humaine. Il y a aussi la PCH pour les aides techniques, c'est ce dont parlait Monsieur l'Incertain. Donc si la personne a besoin d'un appareillage, par exemple un ordinateur, une prothèse, quoi d'autre, enfin un ustensile nécessaire à une compensation de son handicap, on va parler d'aide technique. Ça s'appelle la PCH pour l'aide technique. Il y a encore un volet sur l'aide à l'adaptation du logement. Des fois, les personnes, quand elles sont handicapées brutalement au cours de leur vie, il faut un aménagement. Il y a besoin d'adapter la maison au handicap. Et ça s'appelle l'aide à l'adaptation. C'est la PCH pour le logement et aussi pour le véhicule. Monsieur l'Incertain en a parlé. On peut aider à l'adaptation du véhicule d'une personne qui a besoin d'être autonome, qui a besoin de conduire. Alors c'est la PCH pour l'aide à l'adaptation du logement ou au véhicule. Ensuite, il y a un 4e élément, c'est l'aide animalière. Réservée en particulier aux personnes atteintes de cécité. Et ce sont des chiens très particuliers qui viennent de l'Hexagone. Ce sont des labradors. Et aux personnes atteintes de cécité, mais nous avons des situations où les personnes n'étaient pas atteintes de cécité. Et la MDPH a quand même validé le besoin parce qu'il y avait une nécessité d'un accompagnement pour une stimulation, peut-être pour un enfant, pour une personne en fauteuil roulant. Donc on a des situations un peu particulières. Et le 5e élément, c'est celui pour les charges spécifiques. Donc les personnes qui ont besoin de change ou d'alaise. Donc il y a aussi ce qu'on appelle la PCH pour les charges spécifiques. Je voudrais juste rajouter qu'il y a également une aide au transport, ce qu'on appelle le surcoût transport, pour les personnes qui ont des besoins de déplacement pour aller en formation, pour aller au travail, pour aller à leurs activités culturelles ou sportives. Ça s'appelle le surcoût transport. Donc ce sont les 5 éléments de la PCH. Nous allons revenir dans un petit moment. On va marquer une courte pause. Oui, pas de et souci. puis nous allons revenir sur ce sujet. Chers téléspectateurs, nous parlons aujourd'hui, en ce jeudi 3 décembre, de la journée, c'est la journée internationale des personnes handicapées, et nous parlons de la prise en charge des personnes handicapées. On marque la pause et on vous retrouve juste après. Et pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, nous sommes ensemble depuis 20h, votre émission Santé 10. Nous sommes avec monsieur Jean-Marie Pili, qui est le président de l'association Handi Défi. Nous sommes avec madame Ketty Bernos, sous-directrice de l'autonomie, direction personnes âgées, personnes handicapées au conseil départemental. Et nous sommes avec monsieur Georges l'Incertain,
orthoprothésiste, mais on a aussi parlé de nombreuses activités, toujours dans la prise en charge, en quelque sorte, de la personne handicapée. Nous parlons ce soir, on vous l'a dit et on l'a déjà bien répété, que nous sommes le 3 décembre et qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. On a décidé ce soir, dans votre émission Santé 10, de mettre l'accent sur la prise en charge des personnes handicapées. Et bien sûr, je vais continuer un petit peu avec Madame Bernos. On a de nombreuses questions des téléspectateurs sur le Facebook Santé 10, mais aussi sur nos réseaux. On a récupéré quelques questions et puis on va partager dans un court instant. Madame Bernos, on a parlé de la PCH, donc la prestation de compensation du handicap, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a l'allocation compensatrice tierce-personne qui est remplacée progressivement par la PCH. Donc vous avez des personnes qui perçoivent encore l'allocation compensatrice tierce-personne et qui est très intéressante notamment pour les forfaits cécité et les forfaits surdité. Alors, encore une autre prestation réglementaire, c'est l'aide à l'hébergement. Donc, toutes les personnes qui sont dans les foyers d'hébergement ou les foyers de vie sont prises en charge par la collectivité départementale au titre de l'aide sociale. Toujours sur décision, orientation de la MDPH, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le financement de toutes les prestations sont assurées par la collectivité, ce qui fait un budget très important. Pour l'année passée, on peut considérer 48 millions, un budget réservé aux personnes handicapées. À côté des aides légales que je viens de citer, il y a les aides extra-légales, telles que l'aide à l'adaptation du logement, qui est une aide qui va concerner des petits travaux d'adaptation, rajouter une barre d'appui, mettre une salle de bain aux normes, faire un chemin lumineux, par exemple, une petite aide de montant de 5 000 € pour les personnes qui ont des tout petits travaux. Mais tout à l'heure, on a parlé de la PCH logement, mais il y a aussi l'aide extra-légale qui est insérée au niveau de la maison de la MDPH et qui est abondée par la collectivité départementale également, qui vient en plus des aides d'adaptation du logement et d'aide d'adaptation du véhicule, c'est le fonds de compensation du handicap. Donc, pour dire qu'il y a une série d'aides, et la toute dernière que je n'ai pas citée, c'est les secours exceptionnels. S'il y a une difficulté particulière, un besoin urgent, à l'aide de nos assistantes sociales, il y a une évaluation qui permet d'intervenir en urgence sur un besoin vraiment très précis. Donc, on essaye, en tout cas, de répondre à la demande, de répondre aux besoins, d'être attentif. C'est vrai que le handicap, il est tellement multiple et tellement multiforme que les besoins sont divers et les personnes ont beaucoup de demandes. Alors, je parlerai quand même du schéma d'accessibilité à l'information. On a parlé tout à l'heure à la pause de l'absence ou l'insuffisance d'information. On travaille beaucoup à développer la communication. Ça n'est pas suffisant. Il faut qu'on arrive à communiquer davantage pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès à une communication habituelles, qui ne peuvent pas entendre, qui ne peuvent pas lire et qui ont besoin, par exemple, les personnes atteintes de surdité, elles ont besoin d'interprètes, elles ont besoin du langage des signes. Donc on envisage ce qu'on a appelé le schéma d'accessibilité qui est mis en œuvre actuellement pour répondre aux besoins de communication. Nos locaux, nos services doivent être davantage adaptés à l'accueil du public, celui qui est en fauteuil roulant. Je ne vous dirai pas, mais on n'est pas bien lotis.
On a des immeubles qui ont des étages, des ascenseurs qui ne fonctionnent pas toujours. Le local de Chauvel, les collègues m'entendent et savent qu'on est tous à dire qu'il n'est pas accessible aux personnes handicapées. Ceci étant dit, vous avez cette volonté en tout cas de changer On a les cette choses. volonté, en tout cas on est conscient des besoins, on a établi notre diagnostic puisqu'on a notre schéma de l'autonomie, on sait ce dont on a besoin, on sait quelle politique on doit mener, on est déjà sur les rails, donc il y a encore beaucoup de besoins, mais il y a surtout la volonté de nos politiques de mettre en œuvre les actions nécessaires au mieux-être des personnes. Avec le Covid, la situation s'est présentée encore plus difficile pour les personnes handicapées. On a trouvé beaucoup de situations d'isolement, de situations de détresse, parce que les parents ne pouvaient plus emmener les enfants dans leurs activités, les écoles étaient fermées, les associations n'arrivaient plus à se rencontrer. Et c'est vrai que le Covid a mis en évidence encore davantage le besoin d'aller au plus près des besoins des personnes handicapées. Donc c'est pour ça que le thème de cette année, c'est le post-Covid, comment on va riposter et relancer l'accompagnement des personnes handicapées, parce qu'on réalise que vraiment la demande elle est forte et il faut qu'on arrive à répondre, puisque le conseil départemental est vraiment la collectivité de toutes les solidarités et on veut rester auprès, à proximité des populations. Monsieur Pili, comment se porte justement l'association Handi-Défi par rapport à la situation sanitaire actuelle ? Alors notre association a cette spécificité, c'est qu'elle ne rassemble pas en son sein des personnes porteuses de handicap pour, les accompagner, mais plutôt pour être dans l'action. Par contre, le ressenti que nous avons est exactement bien l'analyse que fait Mme Bernos, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, on a trouvé chez les gens un isolement important, beaucoup de, comment vous dire ça, une sensibilité à fleur de peau parce qu'il n'y a plus d'échange avec le reste de la famille, parce qu'évidemment en temps normal ces personnes sont accompagnées par la famille, par leurs amis, par les voisins, sauf qu'à cette période ce n'était plus d'actualité, ils se sont retrouvés livrés à eux-mêmes. Ça a été justement la mission de notre association, parce que pendant le Covid nous avons fait profil bas volontairement, nous n'avons pas du tout communiqué, parce que tout le monde était un petit peu divisé sur ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire. En tout cas, nous avons pris la décision, en tout cas certains d'entre nous ont pris la décision de pouvoir apporter des solutions. Alors c'était des solutions très terre à terre, comme pouvoir emmener des commissions à des courses pour que les gens mangent, pour que les gens boivent. Quand vous avez un handicap, vous dites terre à terre, moi je dirais nécessaire. Oui, mais très nécessaire. Pour beaucoup, parce qu'encore une fois, toutes ces choses, nous le faisons nous de manière bénévole et j'espère qu'un jour il y aura une réaction de la part des pouvoirs publics pour que des associations comme la nôtre soient accompagnées, parce que ce que nous faisons avec notre essence, notre argent, notre volonté et tout, il devrait y avoir, nous semble-t-il en tous les cas, des accompagnements pour que des associations comme la nôtre se créent et qu'elles puissent être beaucoup plus proches de ce public-là. Et puis enfin pour finir, je dirais que nous avons mis en place, et là je vous rejoins en fait tout à fait Madame Bernos, nous avons utilisé les nouvelles technologies, nous avons mis une plateforme de discussion et ça a été une vraie surprise pour nous, parce que nous aussi nous avons évolué sur le sujet. Les gens ont besoin de parler. Les gens ont besoin d'échanger, les gens ont besoin d'avoir des réseaux. Alors quand je dis les gens, il faut pas être choqué, parce que ce sont des personnes, nous sommes des personnes comme tout un chacun, mais il y a besoin de communiquer, d'expliquer son désarroi, d'avoir des informations qui sont prises à droite et à gauche. Et on se rend compte aujourd'hui que les personnes porteuses de handicap, elles sont aussi très à cheval sur la technologie. Et ça va apporter aussi des solutions numériques, visuelles à leurs problématiques. Et c'est peut-être une des pistes que nous souhaitons adopter dans l'avenir, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Vous le savez, cette émission, nous la faisons avec nos téléspectateurs. Nous avons quelques questions que nous n'allons pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais on a quand même quelques questions de nos téléspectateurs. La première pour Monsieur l'incertain, c'est Jacques de Capester qui demande, il dit, vous avez parlé d'informatique, est-ce que vous pouvez en dire
plus parce qu'il est porteur d'handicap et il souhaiterait aller plus loin au niveau de l'informatique. D'accord. Alors, plus généralement, nous devons comprendre et admettre le fait que l'accessibilité dont on parle sera de plus en plus une accessibilité au numérique. L'accessibilité, les construire des bâtiments accessibles, des trottoirs accessibles, ça coûte cher. Par contre, rendre les services accessibles par Internet numériquement, c'est beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus faisable. Je crois qu'on doit s'orienter vers ça. Monsieur Pilet a dit que l'association travaille dans ce domaine, vous avez parlé de ça, je pense qu'on doit vraiment s'occuper de ça. Alors, l'accessibilité au numérique, c'est en fait, c'est un concept qui consiste à permettre à tout un chacun, qu'on soit valide ou handicapé, et nous on travaille pour les personnes handicapées bien sûr, mais quel que soit son handicap, de pouvoir piloter un ordinateur personnel ou de bureau. Donc il s'agit d'adapter en fonction du niveau de handicap, en fonction des possibilités de la personne en question, des petites technologies qu'on fabrique nous-mêmes quelquefois, qu'on associe avec des choses que nous avons prises ailleurs, pour adapter spécifiquement à une personne pour qu'elle puisse piloter en permanence un ordinateur. C'est un peu ça le concept. Est-ce que j'ai répondu à la question? Si je peux me permettre, Brigitte, vous voyez, c'est bien qu'on ait cette question et c'est bien qu'on ait cette réponse de la part de M. Lincertin, parce qu'une manifestation comme l'Handidei, ces personnes qui appellent, ces personnes qui se renseignent, elles ont toutes les informations sur place. Parce que l'Handidei, c'est aussi un grand village de l'autonomie et du handicap, où on a des personnes comme l'entreprise de M. Lincertin et d'autres, parce que c'est ouvert à tout le monde, y compris des personnes qui viennent de la métropole et qui apportent des solutions. Et les personnes porteuses de handicap qui ont déjà des difficultés à se déplacer, quand elles savent qu'elles peuvent au même endroit trouver toutes les solutions, mais ça prouve bien toute la pertinence de cette manifestation. Oui, c'est sûr. Pourquoi que ce sujet? Je pense que la question du financement n'a pas été posée, mais je pense qu'elle sera posée ou elle est probablement de la tête de tout un chacun. Bien entendu, ces outils ne sont pas financés par les régimes de sécurité sociale. Par contre, Mme Bernos est présente, et elle pourra peut-être dire que les PCH ou autres peuvent accompagner les personnes qui sont dans le besoin. Oui, tout à fait. C'est la PCH est technique, donc le monsieur qui interpelle sur le besoin en matériel informatique peut s'orienter vers la MDPH pour faire une demande d'aide technique. Et l'équipe médico-sociale évaluera le besoin et monsieur Lincertin pourra lui fournir le matériel adapté. Donc ça montre bien que c'est un travail de collaboration, un travail de partenariat. Et pour répondre à monsieur Pili, nous intervenons également auprès des associations, notamment pour des subventions. Donc tout projet vaut une étude, vaut un accompagnement de la collectivité, à condition de répondre bien évidemment aux critères de sélection. Mais la commission dédiée est toujours attentive et prête à recevoir les porteurs de projets. Donc je ne donnais pas d'exemple là ce soir, mais plus de dizaines d'associations sont accompagnées, soit pour des séjours répit, soit pour des adaptations de matériel informatique, par exemple, ou bien... Et même l'aménagement de voitures. Hein. Oui, mais les associations, aussi. On peut avoir un projet, par exemple, d'une association de personnes porteuses de cécité qui nous demande d'outiller leur mandant en appareil informatique. C'est le genre de projets qui sont reçus chez nous et qui peuvent être discutés. On a une question pour Madame Bernos. Oui. Alors, Marie-Claire demande qui peut bénéficier de la PCH? Qui peut bénéficier de la PCH et quelles sont les conditions pour en bénéficier? Alors, la PCH, c'est une prestation qui est sollicitée auprès de la MDPH. Donc, seule la MDPH peut établir le besoin de la personne et décider de l'attribution de la PCH. Et ça n'est qu'à ce moment-là que le conseil départemental intervient pour le financement et la mise en œuvre de la prestation. Donc, la demande doit être formalisée à la MDPH.
On a Georges de Gourbert qui demande à Monsieur Pili comment rentrer en contact avec l'association. Il souhaiterait être bénévole. Eh bien, merci Georges, tu es vraiment le bienvenu. C'est la bonne nouvelle de la soirée. Il y en aura d'autres, j'espère. Nous avons un profil Facebook et puis nous avons un site internet ondidéfi.fr où il y a des numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est vraiment très agréable d'avoir ce genre d'intervention. Ça nous touche beaucoup. Jacques-Édouard demande à Monsieur Lessertin, il est responsable d'une entreprise de BTP. Il voudrait faire vérifier le lieu de travail et pour qu'il y ait l'accès pour les personnes handicapées. Est-ce que ça aussi vous faites et comment rentrer en contact avec vous? Alors, je répondrai oui, ce n'est pas nous qui le faisons particulièrement, mais nous travaillons, je ne l'ai pas dit, mais nous travaillons en collaboration avec un bureau d'études et un bureau d'architectes qui sont sensibilisés à la question du handicap. Et nous organisons avec eux des projets de construction de maisons adaptées, etc., mais aussi donc de vérification et de conseils sur l'adaptation des postes de travail ou des lieux de travail. Donc ce monsieur Georges, peut prendre contact avec nous de l'entreprise et on le mettra en contact avec notre bureau d'études. Voilà, pour Jacques-Édouard. Voilà, Jacques-Édouard qui nous regarde. On a une question pour Madame Bernos. Claire qui demande le plus difficile est de remplir les dossiers. Comment faire pour se rapprocher de quelqu'un? Au conseil départemental, est-ce qu'il y a un service où on peut se faire aider pour remplir nos dossiers? Alors, je suppose que Claire parle du dossier MDPH pour demander, par exemple, une allocation adulte handicapé, une prestation du handicap. Donc, c'est un dossier CERFAS. C'est vrai qu'il est important. Il a au moins 8 pages. Et je parle au nom de la MDPH, mais les collègues qui sont à l'accueil et même dans les CCAS ou même les travailleurs sociaux dans l'État peuvent aider à remplir le document, en tout cas orienter vers la bonne personne qui aidera Claire à remplir son document. On a une question pour Monsieur Lincertin. Est-ce qu'il faut des documents particuliers pour venir chez vous quand il faut faire une prothèse? Alors, quand il faut faire une prothèse, ça commence par une prescription. Tout part d'une prescription médicale. Il faut que ce soit fait par un médecin. Chez nous, nous ne sommes pas des médecins, mais nous respectons un petit peu les demandes, les ordonnances. Évidemment, nous conseillons sur le travail à réaliser. Nous travaillons en collaboration avec la plupart des équipes médicales qui s'occupent d'appareillage, mais on travaille avec une prescription du médecin. Et puis, on va s'arrêter. Alors, j'aimerais m'excuser près de vous, chers téléspectateurs, parce que je ne pourrai pas poser toutes les questions. Mais on va finir avec cette question de Philippe, qui est malvoyant et qui demande à Madame Bernos près de qui il peut se rapprocher parce qu'il aimerait savoir s'il existe une aide pour quelqu'un qui pourrait le véhiculer. Alors, il parle J'ai posé la question. Oui, mais je traduis avec ce que nous on a comme dispositif. Donc, quelqu'un qui peut le véhiculer, donc tout dépend du motif. Si c'est le véhiculer pour des soins, donc on va parler du VSL qui relève d'une prise en charge de la sécurité sociale sur ordonnance du médecin. S'il parle de le véhiculer, comme on a dit tout à l'heure, pour aller à des activités, aller à une formation, aller au travail, aller dans son association, il y a ce qu'on appelle le surcoût transport qui peut solliciter auprès de la MDPH. Il y a également le transport à la demande qui est servi par la région. Donc il faut que Philippe se rapproche de la MDPH et il aura l'ensemble des éléments. Alors, vous savez, nous sommes quasiment à la fin déjà de notre émission Santé 10. Moi, j'aimerais donner la parole à chacun, puisqu'il y a forcément des choses sur lesquelles vous auriez aimé donner une information, dire un plus aux téléspectateurs. Et j'aimerais pouvoir vous donner ce petit créneau en fin d'émission pour que vous puissiez leur dire. Donc, je vais commencer avec Monsieur Pili.
Je voudrais dire aux téléspectateurs que des associations comme On dit Défi, elles sont d'abord à leur disposition. Nous faisons les choses avec la volonté de les faire le mieux possible, avec notre cœur, avec des moyens qui sont les nôtres, puisque notre association marche avec des fonds privés. Nous allons chercher des sponsors, en l'occurrence des entreprises. En cette période de Covid, eh bien, nous avons perdu 70% de notre budget. C'est tout à fait normal, nous le comprenons tout à fait. Donc nous allons pouvoir faire moins de choses, mais plutôt que de faire moins de choses, nous avons décidé d'être beaucoup plus inventifs pour pouvoir répondre à plus de demandes, parce que le Covid et le post-Covid va décupler tous les besoins et toutes les demandes. On le voit déjà au quotidien aujourd'hui. Les personnes qui, dans notre association, produisent des soins, des activités nautiques, des activités culturelles, aujourd'hui n'ont plus de boulot. Et pour le coup, ils vont vers autre chose. Donc nous, on voudrait simplement rappeler que plus il y a de personnes, plus il y a d'associations qui apportent des solutions, et plus on va apporter un bien-être avec des réponses instantanées aux besoins de toutes ces personnes. Donc nous restons dans une volonté aujourd'hui très positive. Le Covid est quelque chose qui a été compliqué à gérer, mais nous avons passé une partie de ce cap. Aujourd'hui, il faut se remettre en mouvement, en respectant bien sûr toutes les consignes de sécurité. Et moi, je suis très heureux de vous annoncer que les prochaines journées en D-Day auront lieu au mois d'avril. Et nous restons positifs et nous sommes persuadés que nous aurons encore plus de monde dans de bonnes conditions et que nous aurons un village de l'autonomie et du handicap qui va apporter encore plus de solutions. Et si vous êtes intéressé et que vous voulez plus de renseignements, il vous suffit d'aller sur les réseaux et de taper andidéfi.fr ou d'aller sur Facebook et vous trouverez toutes nos coordonnées, toutes les informations. Mais tout le monde déjà en Guadeloupe nous connaît bien. Quand même. Merci Monsieur Pili, merci de votre présence ce soir et merci de toujours vous rendre disponible quand on a besoin de vous. Merci. On est en famille à Canal 10. Madame Bernos? Eh bien, Mme Bernos dira que c'est tous ensemble qu'on peut travailler à l'accessibilité des personnes handicapées, travailler à l'inclusion. Donc tous les partenaires sont importants, les partenaires institutionnels, l'ARS, la DGSCS, la MDPH, la Sécurité sociale et je ne les citerai pas toutes les institutions qui sont autour de nous, les associations de personnes handicapées, les associations bénévoles, les familles d'accueil. Donc c'est ensemble qu'on y arrivera. L'éducation nationale, puisque les enfants doivent bénéficier de l'inclusion scolaire. C'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de réponses, mais on n'a pas le choix d'un partenariat serré pour faire en sorte d'aller plus loin, pour un mieux vivre en Guadeloupe, puisque c'est ce qu'on voudrait, c'est que toutes les personnes soient incluses dans notre société et qu'il n'y ait pas d'un côté les personnes valides et on dit les personnes invalides, mais qu'on arrive à vivre tous ensemble sur le petit pays Guadeloupe. Merci Madame Bernos, merci d'être venue ce soir. Je viens de loin, mais je réponds toujours présente parce que la collectivité a à cœur de porter l'information au plus près des populations dès qu'on peut. Canal 10, c'est la radio, la télé de la Guadeloupe. Donc, dès qu'on nous invite, nous sommes présents. Alors, sachez que vous revenez dès que vous en avez besoin. Quand vous voulez, vous serez la bienvenue. Pas de Monsieur souci. L'Incertain? Oui, alors, permettez-moi de dire que nous venons passer une période difficile et quand une population souffre, il y a toujours des gens qui souffrent un peu plus que les autres. C'est clair. Et je pense que les personnes en situation de handicap sont de celles-là. Je l'ai très peu entendu s'exprimer sur les zones pendant la période de confinement. Vous donnez là, ce soir, l'occasion à ces personnes de s'exprimer. On a vu qu'elles ont un besoin. J'ai été moi-même surpris d'avoir eu des questions concernant mon métier, ma profession. Je suis très heureux d'ailleurs. J'encourage les personnes concernées à s'exprimer davantage, d'exprimer leurs besoins pour que le vivre ensemble que nous souhaitons tous puisse se réaliser et se faire réellement ensemble. Il ne faut pas qu'on soit capable de faire pour les autres, mais il faut qu'on se rende compte qu'en faisant ensemble, on fera mieux. C'est ensemble qu'on va réussir.
J'ai eu des questions sur comment contacter l'entreprise. Je n'ai pas voulu donner en Non, mais direct à la radio. il faut donner. C'est très important, monsieur l'incertain. Alors, Il ne faut vraiment pas voir cela comme de la publicité et tout, non. Mais c'est comme un service. Alors, toutes les personnes qui veulent me contacter ou qui veulent avoir des informations peuvent se rendre sur le site de la société qui est www.ortocaraïbes.com. ortocaraïbes.com. D'accord. Merci à vous d'être venu ce soir. Je voudrais vraiment vous dire, chers téléspectateurs, que c'est grâce à vous que nous pouvons faire cette émission chaque jeudi. On va se retrouver jeudi prochain, même les mêmes télésoja Connect, et je vous dis encore merci de votre fidélité. Et puis, à vous, chers invités, je voudrais vous dire que chaque jeudi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à recevoir toutes ces personnes en rapport avec la santé parce que j'apprends beaucoup et j'espère vraiment qu'on informe au maximum nos téléspectateurs puisque tel est l'objectif. Je vous embrasse, rentrez bien et puis je vous laisse, chers téléspectateurs, avec la suite de nos programmes.